Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo qui sera en rapport avec un sujet que j'avais eu, dont j'avais parlé avec Pierre-Yves Lenoble dans ma dernière vidéo, dans l'autre dernière vidéo, Fake Story 5, où nous avions abordé différents sujets, mais en particulier celui des momies, et donc de la préservation des corps des défunts, de l'empaillement, etc. Enfin, tout ce culte autour du corps des défunts, et donc l'embaumement, et en particulier ce qui se faisait en Union soviétique, etc. Et donc j'ai eu un rappel, un souvenir d'avoir vu, étudié un peu le sujet à une époque. Et en farfouillant dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé du moins, un livre très sympathique qui traite du sujet de manière assez originale, parce que tout le monde connaît les momies, évidemment, en particulier avec le siècle des Lumières, quand les Européens occidentaux ont voulu ramener de gré et de force d'ailleurs tout ce qui était en rapport avec l'Égypte, et donc avec différentes expéditions, etc. Et aussi, on avait eu quelque chose de sympathique, mais qui est passé un peu à l'as, enfin, qui était resté un peu majoritairement inconnu des gens. C'est, comme vous pouvez le voir, une pratique un peu particulière qui se faisait en Occident. Et là, vous pouvez le voir à l'écran, c'est qu'en Europe, pendant un certain temps, les gens ils mangeaient des momies. Là, j'ai un ouvrage que justement dont je fais référence, et c'est celui-ci qui m'est revenu quand je l'ai redécouvert, m'est revenu à l'esprit, c'est que en Europe, il y avait des mangeurs de momies, des tombeaux d'Égypte aux sorciers d'Europe. Ça, c'est un ouvrage qui a été écrit en 1981 par Roland Pécou, pardon, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un ouvrage qui est assez sympathique, que je pense vraiment qu'il est très 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 peu connu, et il mériterait d'être plus connu d'ailleurs. Donc 1981. Donc il y a tout un tas, bon, le chapitre on s'en fout un petit peu. Donc je vais aller directement à ce que j'ai bossé, il me semble que c'était relativement intéressant, et je vais le lire en même temps que vous. Donc, pendant des siècles, nos ancêtres ont mangé des momies immortelles, les renvoyant au néant et cherchant à s'incorporer quelque chose de leur vertu. Le commerce était fait par les Égyptiens eux-mêmes, les marchands arabes exploitaient les tombeaux, brûlaient les restes des pharaons ou des bœufs sacrés qui remplissaient les nécropoles souterraines. Il en faisait de la mumie, je sais pas comment on dit, que les bateaux vénitiens et portugais revendaient à prix d'or. Médecins arabes comme Avicenne, juifs comme El Magrar, ou occidentaux comme Schröder et les maîtres de faculté de médecine prescrivaient cette drogue bitumeuse contre toutes sortes d'affections. Rois, princes, riches, bourgeois la prisaient à l'égal de la mandragore. François Ier en portait dans un sac de cuir suspendu à la selle de son cheval, et l'empereur avait un cabinet spécial pour entreposer des momies entières. Ce capital d'éternité que l'Égypte avait mis 3000 ans à constituer, l'Europe allait le dévorer en 5 siècles. Donc ça c'est un peu le résumé du bouquin d'ailleurs. On apprend que pendant 5 siècles quasiment, en Europe, on a mangé des momies, des restes de momies. Alors c'était pas seulement des pharaons, etc. C'est aussi il y avait énormément d'animaux qui étaient momifiés avec les pharaons, qui étaient donc par centaines de milliers, hein. Enfin, quand il y avait un pharaon qui mourait, il y avait des centaines et des centaines, voire quelques milliers d'animaux qui étaient, alors des bœufs, des chevaux, probablement des petites volailles, des choses comme ça. Enfin, tout un tas de, il y a beaucoup d'animaux qui étaient des oiseaux, des ibis qui étaient aussi, j'ai souvenir de ça, des crocodiles aussi qui étaient qui étaient donc momifiés, qui étaient parmi les habitants des tombeaux en compagnie des pharaons. Donc tout ça, ça a fait un sacré paquet de matières premières pour ensuite l'exporter via donc les marchands arabes, les juifs et les Vénitiens surtout. Et ils ont fait un business pendant des siècles en revendant ça comme étant une potion. Donc c'est intéressant de connaître ça parce que les gens ont tendance à oublier. Donc c'est en rapport direct avec les échanges que j'avais eu avec Pierre-Yves Lenoble, où on expliquait un petit peu, donc voilà, c'était quelque chose de particulier, cette histoire de momification, ce culte qu'on avait, cette envie systématique de devoir garder les cadavres comme s'ils étaient encore parmi nous. Et c'était une histoire de se garder la vie à tout prix dans ce monde matérialiste. Mais là, là ça va au-delà du côté matérialiste. Et c'était toujours très intéressant de reprendre, quand on a la chance d'avoir des ouvrages comme ça, d'un peu les regarder et voir ce qui se disait à l'époque. Et c'est très très intéressant. Là, par exemple, je vais relire, je redécouvre, parce que j'ai longtemps que je l'ai pas lu, mais il n'est pas question d'utiliser les débris de cadavres humains. Cela se pratiqua dans la magie noire, même à la cour des sultans, mais clandestinement. Les maîtres médecins, eux, n'ont recours qu'à des substances végétales, animales ou minérales, et cela les choquerait qu'on prétende confondre des rites de sorciers et l'art du pharmacien. Pour soigner des plaies et des contusions graves, là où les médecins européens prescrivaient du baume de momie, Abdul Hassan
Sahlan, je pense qu'il s'appelle comme ça, Othman Khaysan, il a un nom super long, pardon, grand nom de la médecine égyptienne, au Moyen-Âge, recommande une lotion à base de céruse et de l'eau de violette. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça doit être quelque chose d'assez basique. Donc ça c'est intéressant à savoir parce que bon, ce qu'ils ont essayé de faire, ils avaient fait une distinction. Il y a une partie des momies quand c'était des animaux, des végétaux, etc. Donc il y avait probablement des plantes aussi également avec tout un tas de choses avec qui ont été momifiées ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, tout ce qui était végétal et animal ça a été utilisé pour soigner comme des baumes, etc. Tandis que tout ce qui était corps humain, ça ils ont jamais reconnu qu'ils l'ont utilisé. Ils expliquent voilà que c'est plutôt dans la sorcellerie. Bon. Moi, je pense que c'est à la base dans la sorcellerie et qu'ils l'ont utilisé surtout pour la sorcellerie. Après le reste, il y a aussi une histoire de gros sous. Ils ont leurré des gens en leur vendant cet élixir de vie. Parce qu'il y avait quelque chose de miraculeux dans les momies. Hein. À l'époque, dans les croyances, et c'est pour ça qu'ils sont les pillent tous les tombeaux. Pas seulement pour les richesses qu'on pouvait y trouver, mais aussi pour ça. Donc voilà, ça c'est intéressant à savoir et ça peut toujours être utile de le diffuser. Je continue, mais d'une façon plus cachée. On voulait s'approprier les vertus des esprits d'animaux contenus dans ces corps desséchés sur lesquels avaient été pratiqués des rites anciens de la survie et qui avaient reçu les stigmates de l'éternité. Ça explique en gros qu'ils cherchaient des capacités suprahumaines dans ces corps desséchés et vieux de plusieurs millénaires. Voilà, c'est la sorcellerie, l'élixir de jouvence. C'était la raison première en fait, voilà, c'est ça. Ça confirme l'idée générale. Alors, je sais lire à travers mon écran, c'est pour ça que je bug un peu, parce que c'est pas évident. La seconde puissance maritime présente en Égypte, sœur et rivale de Venise, est la République de Gênes. Elle a aussi derrière elle une longue histoire d'expansion commerciale et des points d'appui solides sur toutes les côtes. Elle a peu après l'an 1000 conquis la Sardaigne et la Corse, éliminé les musulmans des zones côtières et la mer Tyrrhénienne, fait des razzias sur les côtes d'Afrique. Les croisades ont été pour elle, comme pour Venise, la grande chance. Elle s'est lancée dans l'aventure avec fougue et calcul, elle s'est enrichie en transportant les croisés et en vendant du ravitaillement. Donc voilà, on a eu Venise et Gênes, les deux rivales, les deux républiques rivales qui ont, celles qui sont fait beaucoup d'argent là-dessus. Ça a dû commencer donc à la période des croisades et ils ont eu une espèce de monopole maritime et commercial qui a permis de pouvoir être les tenants et fixer leur prix. Donc ceux qui géraient le business, voilà, le business des cadavres égyptiens, et ils les ont fourni ça, ils ont fourni la cam en Europe. Donc les grandes familles génoises et vénitiennes, elles ont dû faire beaucoup d'argent sur les cadavres des sorciers momifiés d'Égypte. C'est intéressant. Hein. Une fois débarqués à Venise, à Gênes, à Lisbonne, à Marseille ou à Barcelone, les caisses de momies connaissaient le sort des autres épices et aromates et suivaient le même genre de filière. Elles étaient vendues par des armateurs à des grossistes qui les triaient. Les gros morceaux valaient plus cher que les débris et les miettes. Si c'était des momies animales, on les débitait de façon à faire croire que c'était des restes humains. Si la décomposition était en train, comme cela arrivait pour les corps de pauvres gens sommairement embaumés, on ajoutait du bitume pour que l'odeur du cadavre ne soit pas trop forte. Ainsi se pratiquait quelquefois un maquillage de la marchandise. Les corps bien embaumés, les morceaux de choix étaient achetés directement par les émissaires des rois et des grands personnages. C'est intéressant de le savoir. Il y a toujours eu du trafic, de la manipulation, etc. Et ça, même à cette époque-là, avec cette pratique un peu immonde de la consommation de momies de cadavres, même là on carottait les gens. C'est quand même assez intéressant de le connaître. Et des marchands, il y en a toujours eu pour tout un tas de choses, en particulier pour ça. Là, on arrive à quelque chose de très intéressant parce qu'ici, on fait référence à la sorcellerie pure. Et l'Égypte, c'était le pays de la sorcellerie, le plus extravagant pays de la sorcellerie, là où on l'a vraiment, du moins de manière sourcée, avec tout ce qu'on a découvert dans ce pays, de manière industrielle, si on peut dire. Alors, dans les Amériques et en Asie, on n'a pas de source d'informations précises. Si c'était pratiqué également à haut niveau, je pense que oui, mais l'Égypte, en tout cas, c'est le pays où on est certain. Et c'est même ça va au-delà du haut niveau. Je pense que c'était la terre des démons. Pendant un moment, c'était leur QG. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Et là, on a la preuve que tout ce qui reste des Égyptiens, ça a été protégé. On a demandé l'aide des démons pour les protéger. Et pour y avoir accès, il y avait donc une formule à faire parce qu'ils avaient besoin d'avoir
une protection de ces démons et que seuls les initiés pouvaient y avoir accès. Donc on avait codifié ça avec donc des symboles, etc. Tout ce qui est tous les hiéroglyphes et tous ces dessins particuliers qui étaient mis partout sur ces tombeaux, etc. servaient à ça, à codifier, à verrouiller avec les entités démoniaques. Ça c'est un ouvrage qui le dit, mais il y en a énormément qui le disent. C'est pas le seul. Et donc voilà, on a des confirmations. Bon, si on le savait pas, c'est pas grave, mais beaucoup de gens l'avaient compris. Et ceux qui refusent de le croire, que l'Égypte c'est le pays des sorciers et que c'est pas pour rien qu'on est allé le piller et qu'on le pille encore, sans qu'on vous le dise, parce que des fouilles, il y en a toujours dans les anciens tombeaux, dans les différents lieux où les corps seront encore enterrés, où on suppose qu'il y en a encore. C'est pas seulement pour l'histoire, pour l'archéologie qu'on envoie des équipes là-bas. C'est pour vraiment connaître d'autres secrets, d'autres informations du côté des démons, des entités démoniaques, c'est tout. Là, on arrive à la suite. Qu'est-ce qu'on a à la suite? On apprend qu'en 1598, une équipe de Tchèques, Arendt, Polzik et Bezdruzik, se rend au cimetière de Saqqara. Ils rapportent qu'après être descendus dans les puits creusés à même le rocher, et après avoir parcouru de longs couloirs, ils ont visité les chambres sépulcrales où les momies, entières ou pas, s'entassaient par milliers. En somme, les Égyptiens faisaient visiter leurs mines de momies aux voyageurs étrangers et leur vendaient aussi quelques souvenirs triés des tombeaux. En fait, on avait vraiment un business de fond en comble. Voilà, c'est du tourisme cadavérique, je sais pas si ça se dit. Voilà, c'était ça. C'était super intéressant. Quant aux nécropoles connues et vides de trésors, elles fournissaient une réserve inépuisable de corps embaumés. Là commençait la route de la momie. Donc je n'avais pas vu ça, mais c'était ça, c'est pour reprendre ce qui est dit là. Donc et voilà, l'Égypte exportait avant d'exporter des fruits, des légumes et ce genre de choses, elle exportait des corps de cadavres, pardon. Les voyageurs hollandais Jean Sommer était lui un grand aventurier. Il visite Chypre et la Méditerranée orientale et fait prisonnier et réduit en esclavage par les Turcs. S'évade et continue son voyage mouvementé en visitant l'Égypte en 1592. Là, il voit des momies de première classe, entières, bien embaumées et vendues cher aux Européens. Ensuite, des fausses momies bien meilleur marché. Et enfin, les momies matières premières, dont les marchands chargeaient ânes et chameaux pour aller jusqu'au port d'Alexandrie. Voilà, il y avait différents niveaux. Il y avait de la classe, première classe, de la seconde classe, et de la momie au rabais, de la contrefaçon. Voilà, c'était la Chine avant l'heure. On avait tous les niveaux, tout ce qu'on voulait. Après, là, c'est intéressant ce chapitre-là. On explique en détail comment les différentes recettes qu'on a découvert, parce qu'il y avait des recettes pour les soins, etc. Ça, je pense que j'ai pas noté grand chose parce que ça n'a pas dû m'intéresser ou que c'était pas ce que je cherchais. Je note, je lis. Là, on a une info super intéressante qui nous explique la supercherie puisque le business était florissant, mais les momies sont limitées, les quantités. On sait qu'il y en a un certain nombre, aussi bien des pharaons que aussi surtout des animaux, etc. Mais au bout d'un moment, ça commence à devenir, il en manque, quoi. On pourra pas tenir tout le temps. Donc, il y a forcément les gens qui ne veulent pas perdre le business, ils s'arrangent un petit peu avec la réalité macabre de cette histoire. Donc, on a un petit récit très intéressant. Je vais essayer de le lire à travers l'écran toujours, en espérant que ça va pas être saccadé. Je commence. Le bruit courait que certaines momies étaient douteuses, surtout à partir du XVIe siècle, où la demande fut plus forte. Un récit de voyageurs révèle le pot rose. Guy de la Fontaine, médecin de roi de Navarre, avait fait plusieurs voyages dans la Méditerranée orientale et avait été en Égypte. En 1564, il visitait Alexandrie. Il connaissait bien sûr la momie et avait entendu dire que dans la ville, il y avait un juif qui en faisait grand trafic. Il se rendit chez l'homme et le supplia de lui vouloir montrer des corps mumiés. Le marchand était assez fier de son commerce et de la prospérité de ses affaires. Il se fit un peu prier, mais voulut bien montrer ses réserves à un voyageur de qualité. Il ouvrit un magasin où un assez grand nombre de cadavres noircis étaient entassés les uns sur les autres. Une bonne quarantaine en tout. Guy de la Fontaine lui ayant demandé si c'était bien là des momies retirées des anciens tombeaux, le marchand se mit à rire. C'est une belle imposture que de prétendre ça. Ces corps embaumés n'ont pas 4 ans. Et le marchand de raconter comment il récupère des esclaves morts ou des corps de sans famille et de sans logis, comment il les achetait à bas prix pour les faire préparer ensuite dans ses ateliers. Guy de la Fontaine s'étonna, voulut savoir de quels endroits provenaient ces corps et s'ils n'étaient point morts de mauvaises maladies comme la lèpre, la vérole ou la peste. Il s'entendit répondre par l'étrange marchand qu'il ne se souciait point d'où ils fussent ni de quelle mort il était mort.
ou s'ils étaient vieux ou jeunes, mâles ou femelles, pourvu qu'il en eût, et qu'on ne les pouvait reconnaître quand ils étaient embaumés. Encore lui dit-il qu'il s'émerveillait grandement comme les chrétiens étaient tant friands de manger des corps des morts. Le médecin revenu de sa stupéfaction demanda des recettes d'embaumement, et l'autre lui raconta comment il s'y prenait. Je vide, lui dit-il, le cerveau et les entrailles, je fais de grandes incisions au plus profond des muscles, et ensuite je remplis avec de la poix des Indes ou asphalte, puis je prends de vieux linges trempés dans la dite liqueur, et j'en remplis les incisions. Enfin, je bande chaque partie séparément, et j'enveloppe le cadavre dans un drap trempé dans l'asphalte. Je mets le corps en certains lieux et je les laisse dessécher 2 à 3 mois. Les certains lieux variaient selon les fabricants. Les uns faisaient dessécher dans un four leurs cadavres asphaltés, d'autres les laissaient à l'action déshydratante de l'air du désert ou du sable chaud pendant une période variable qui dépendait de la quantité d'asphalte qu'on avait dépensée. Les hommes les plus pauvres de la société égyptienne, après avoir été exploités toute leur vie, apportaient encore de l'argent sous forme de cadavres, tandis que les Européens, à prix d'or, croyaient s'approprier les vertus d'une momie millénaire. C'est assez éloquent comme subterfuge, comme pratique, comme je pense que il y a beaucoup de gens qui découvrent comment cette histoire déjà. Moi, je la découvre. Je l'ai lu il y a quelques années ce bouquin et je l'ai en tête, mais j'avais voilà, ça quand on reprend, on se dit ouais quand même. Les vilains, les criminels, les crapules, ils ont toujours été là et ils n'ont jamais eu de limite. Et on en découvre tout le temps. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui se sont quand même posé la question de se dire mais pourquoi on mange de la momie? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? D'où ça vient cette idée? Qui nous a mis ça à l'esprit? Et donc là on a ce genre de situation. Par exemple là on se pose la question. Comment en est-on venu au Moyen-Âge à manger de la momie? Selon Ambroise Paré, c'est à raison d'un matin médecin juif qui par une brutalité avait écrit que cette chair confite et embaumée servait grandement à la curation de plusieurs maladies et principalement aux chutes et coups, orbes et meurtrissures pour garder que le sang ne se caillebotât et congelât dedans le corps. Ce qui a été cause qu'on l'a tiré furtivement et par argent hors des tombeaux. Selon plusieurs auteurs, ce médecin juif était El Magar, qui a été cité un peu plus tôt, et dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vivait à Alexandrie autour de l'an 1300. On dit qu'il lança à grande échelle l'habitude de prendre de la momie en médicament, la mode et l'esprit grégaire aidant. L'Europe et dans une moindre mesure l'Égypte suivirent la prescription. Voilà d'où ça vient. Alors si on dit ça, et si on explique que l'Europe a mangé de la momie à cause d'un médecin juif, les gens vont dire antisémitisme, c'est interdit. Et donc c'est intéressant de savoir ça. Quand on sait que le cannibalisme, c'est souvent à 99% à la base, à l'origine, ça trouve son origine dans les rites de sorcellerie. Après les gens vont dire oui, c'est culturel. Enfin, il y a toujours les gens qui ont toujours la bonne idée de se dire ça peut pas être surnaturel, il y a toujours une explication terre à terre. S'ils veulent, il y en aura toujours une, mais c'est pas la vraie raison. Manger quelque chose qui est contre nature, comme manger directement un corps humain, un corps de vos semblables, si ça vous choque pas et que vous voyez pas quelque chose de la main de quelque chose de supra-humain, justement, de se manger soi-même et de trouver ça normal, c'est toujours aussi triste de faire le constat. Voilà, il y a d'autres choses qui existent dans ce monde, hein, que ce qui est matériel et tangible. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous échappent et pourtant qui sont bien plus réelles que votre propre existence. Mais il faut encore en avoir conscience. Mais trop peu de gens l'ont parce que c'est trop compliqué à accepter tout ça. Dans les étapes qui ont conduit à manger de la momie, il existe un document très éclairant, un chaînon manquant qu'il nous faut examiner, le manuscrit magique copte numéro 45273 du musée du Caire, qui donne des indications de filtre d'amour et de préparation de sorciers, comporte une recette bien curieuse. Pour dévaster une maison, prends de l'eau de cadavre ou du sel de cadavre et de la gomme de tombeau torréfie et répand à la porte de la maison, et le 5e jour, la grande haine. Voilà, ça s'appelle un sort. On jette un sort pour déclencher des guerres, des conflits, des embrouilles familiales, etc. Donc voilà, on a ce genre de choses. Ça sert à ça. C'est pas pour rien que toujours dans les concoctions de sortilèges, on est toujours des restes de corps humains, en général, des reliures de peau, enfin des reliures d'ongles de peau, des morceaux de peau, des cheveux, de la salive, du sang, les menstrues, beaucoup de ce genre de choses, etc. Et donc des os, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc des restes de corps, évidemment.
et ça servira donc à ce genre d'insanité. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ici, on va regarder la consommation de momies baissa inexorablement en Europe à la fin du XVIIe siècle, pour cesser tout à fait un siècle plus tard. Voilà. Alors on arrive à la fin bientôt à la fin de toutes mes notes, et je pense que je fais le tour du sujet. C'est une conclusion que l'auteur a fait de cette époque-là, de cette période-là, et je la trouve, moi je suis en adéquation à 1000% avec, et ça correspond vraiment à la réalité actuelle de notre époque et de notre société occidentale. Donc je lis. Par contre, le cannibalisme culturel, dont l'Europe moderne est le seul exemple de l'histoire, coïncide avec une idéologie nouvelle, source d'aliénation nouvelle, comme de libération insoupçonnée, celle d'une universalité dévorante. La différence culturelle est traquée, non pour être comprise, mais pour être prise réduite. Il ne s'agit pas de connaître une autre civilisation pour faire quelque chose avec elle, mais pour faire au mieux quelque chose d'elle. De la plus-value d'un côté, chez les industriels et les commerçants, et une banque de connaissances de l'autre, chez les savants. Il s'agit d'intégrer l'autre à ses propres structures mentales, de l'intégrer, de le digérer donc au fond, de l'éliminer. Ça, pour moi, voilà, ça résume parfaitement ce qu'a fait l'Occident une fois que le siècle des Lumières est arrivé. C'était fait, mais pendant toute une grande période de l'histoire humaine, l'Occident a fait que ça, a aspiré, s'est approprié énormément de savoir, bon ou mauvais d'ailleurs, et en éradiquant les origines et les sources, et en se les faisant siennes. Donc ce qu'on appelle trafiquer l'histoire, réécrire l'histoire. C'est ce qu'ils ont toujours fait. La quatrième de couverture est toujours intéressante à lire, je vais brièvement la lire. Très tôt, l'Europe médiévale entreprend de ravir aux pharaons le secret de leur immortalité. Elle organise donc le pillage systématique des pyramides et des nécropoles. Mais l'or n'est pas le principal mobile des expéditions. La vraie raison est d'ordre médical. On vole des cadavres millénaires pour les manger. Les momies sont débitées sur place dans le désert, puis les restes acheminés sur Alexandrie et chargés subrepticement à bord de bateaux phéniciens débarqués à Gênes ou à Marseille. Les débris macabres prennent les chemins des officines d'apothicaires. Pilonnés et réduits en poudre, ils sont alors au fil de concoctions mystérieuses transformés en mumies. Au Moyen-Âge, la mumie est un médicament célèbre, aussi célèbre que la mandragore. D'ailleurs, toute l'Europe en consomme. Toute l'Europe très chrétienne est cannibale. À la fin du XVIIIe siècle, la mumie disparaît des officines, mais le pillage des sépultures continue pour d'autres raisons. L'exotisme de la momie curiosité prend le relais sur de la momie médicament. On savait l'histoire de la médecine liée à celle de la magie et de la sorcellerie. Roland Picou montre pièce en main comment la magie noire est inséparable du cannibalisme blanc. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est un superbe ouvrage, enfin je l'ai trouvé très intéressant. Alors moi j'ai noté que sur certaines choses j'ai pris en note, j'ai stabilisé ce qui m'intéresse, mais il y a plein de choses très intéressantes à faire et à lire, à voir là-dessus. Il est très instructif et il est très éclairant d'une partie de l'histoire européenne qui est toujours passée sous silence. Moi quand j'ai découvert ça il y a quelques années, j'ai été choqué de me dire mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi? Ça s'est arrêté au XVIIIe siècle. C'est assez récent quand même. Bon, bref. Donc voilà, un sujet intéressant. Donc c'était une référence au débat qu'on a eu avec Pierre-Yves Lenoble. Donc voilà l'ouvrage, si vous voulez vous le procurer. Je sais pas si je pense pas qu'il soit difficile à avoir. En tout cas, il est très intéressant. Il fait à peu près 170 pages. C'est pas un gros ouvrage, hein, il fait 170 pages à peu près. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, j'espère.